Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne comprends vraiment pas. Nous sommes en guerre. Et oui, je me suis t-shirté pour la circonstance, voyez, D-Day. Effectivement, 80 ans, ça a été célébré d'ailleurs toutes les décennies, et voilà, et on célèbre les vertus, d'abord le courage de ces petits gars de Géorgie qui se foutaient pas mal de nous et qui sont venus mourir en Normandie, mais il n'y a pas eu que, il y a eu des gens du monde entier, d'Europe, et puis il y avait les Russes de l'autre côté, 25 millions de morts, voilà, il faut oublier personne dans cette histoire, et il faut oublier personne dans l'histoire. On va en parler avec Nicolas Aubin, qui est historien, qui a écrit Débarquement, vérités et légendes chez Perrin. Il est là-bas, il est en Normandie, sur les plages du débarquement. On va parler avec lui de cet extraordinaire moment de l'histoire humaine, on peut le dire, ce débarquement, qui restera, bien sûr. Et puis on va parler, oui, paye tes dettes. Oui, la France, 3100 milliards de dettes. Mais qui sont nos créanciers? Qui? On va en parler avec Tom Benoît, qui est essayiste et entrepreneur. Qui doit qui et à combien? Et qui est responsable? Bonne question. Et puis évidemment les perles du Pont-Moretti, les petits arrangements du maire de Grenoble, Éric Piolle, Émile Bouétard, le premier mort français du D-Day, on va aussi en parler. Et puis nous allons recevoir en seconde partie d'émission des gens qui ne veulent pas des éoliennes. Et oui, il y en a de plus en plus d'ailleurs. À tort ou à raison, c'est à la Celle-Saint-Cyr dans l'Yonne où on veut implanter des éoliennes, un joli petit village de l'Yonne, la Celle-Saint-Cyr. Et nous allons recevoir un aubergiste de la Celle-Saint-Cyr et un restaurateur de Joigny, un restaurateur très connu de Joigny, celui de la côte, la côte Saint-Jacques, bien sûr. Et on va dire avec Fabien Bouglet, bien sûr, qui est le grand spécialiste de cette question, pourquoi de plus en plus de gens se disent « Ah oui, c'est pas ça les éoliennes ». Voilà, nous sommes en guerre, dit le président de la République, nous sommes en tout cas en commémoration, et dans 3 jours, nous serons en élection. À tout de suite. Bonne fête de la radio, les 6 et 7 juin, avec Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et en Normandie aussi, surtout, les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement ont lieu depuis hier, le 5, jusqu'à demain, le 7 juin. Et évidemment, ils sont tous là, tous ou presque. Joe Biden, qui effectuera son premier déplacement en France, il est là pour la première fois. Il assistera à la cérémonie internationale d'Omaha Beach. Le roi Charles III, qui vient de prononcer un discours en français, sera là. Justin Trudeau également. Et Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Olaf Scholz, le chancelier allemand. Les Russes, évidemment, ne sont pas invités en raison de la guerre, paraît-il. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer d'abord qu'on va célébrer cette extraordinaire aventure humaine, exploit humain et, disons-le, un combat juste. Vous savez, il y a des combats douteux, mais il y a des combats qui ne font pas doute. 155 177 hommes, 5 divisions d'infanterie et 3 divisions aéroportées seront débarqués le jour J, donc il y a exactement 80 ans. 10 470 seront tués, blessés ou portés disparus, selon les chiffres du mémorial de Caen. Par mer, on compte 133 000 hommes, 58 000 Américains sur les plages du Utah et Omaha, 54 000 Britanniques sur Gold et Sword et 21 000 Canadiens sur Juno. 177 Français débarquent
aussi sur Sword, on en parlera, du premier Français tué, effectivement, et l'aviation, etc. Voilà, ça va être ça, et écoutez, on va en parler longuement avec Nicolas Aubin. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Michel Sardou, le petit gars de Géorgie, ils étaient des dizaines de milliers, ils sont venus, et certains sont morts, et d'autres aujourd'hui, plus que centenaires, effectivement, sont venus aussi. Pour la première fois depuis peut-être très longtemps, justement, fouler ces plages du débarquement. Bonjour Nicolas Aubin. Bonjour. Nicolas Aubin, vous avez écrit Le débarquement, vérité et légende aux éditions Perrin, effectivement, et un livre que je recommande. Nicolas Aubin, parce que effectivement vous dites des choses, et justement, qu'est-ce qui tient de la légende, qu'est-ce qui tient de la vérité? On ne va pas faire évidemment tout l'inventaire, mais quand même aujourd'hui, 80 ans après, on peut dire que, en tout cas, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire. Ah, le débarquement de Normandie est une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. C'est aussi pour cela qu'elle est aussi prégnante, elle impressionne cette bataille, ces 6000 navires, ces 150 000 hommes jetés sur la plage, et ce n'est que le début d'une bataille de Normandie qui a concentré une masse de matériel au bout de 80 jours, il y a plus d'1 million de soldats alliés qui se battent en Normandie. Il y en a 600 000 Allemands. C'est énorme. C'est un combat titanesque. Et est-ce que au fond, la bataille de Normandie en tant que telle, rappelez-nous un peu, elle a duré combien de temps, je veux dire, après le débarquement? Alors le débarquement le 6 juin est suivi par une période de guerre d'usure qui va durer jusqu'au 25 juillet. Oui. Donc presque 2 mois, enfin 6 semaines où vraiment les Alliés avancent très peu, ont peur de se laisser enfermer dans une poche pendant des mois, voire des années. Et finalement, la percée se fait le 25 juillet, après avoir usé l'armée allemande jusqu'à la corde, elle finit par craquer. Et là, les Alliés déferlent, notamment l'armée Patton, c'est connu, déferlent en Bretagne, dans les pays de la Loire, et remontent jusqu'à Paris, puis jusqu'à la frontière de l'Allemagne, où là, elle va de nouveau être freinée, stoppée. Il faudra remettre le travail sur la table pour jusqu'en 1945. Oui. Et oui, ça quasiment un an au final. Et dites-moi, effectivement, on a beaucoup parlé, et j'aimerais avoir votre sur le fait que De Gaulle boudait un peu ça. Il l'a dit après à Alain Perfit. Il disait que oui, enfin le débarquement s'est fait sans moi. Est-ce qu'il y avait quand même à la fois un peu de... Est-ce qu'il y avait de la rancœur? Il y avait quoi, à votre avis, sur cette espèce de... Et ça a duré pendant des décennies, puisqu'il en a parlé assez longtemps après. Ouais, ça a duré jusqu'à sa mort. Hein. Il n'a jamais avalé la pilule d'avoir été laissé à l'écart des préparatifs du débarquement. Les Français ont été complètement laissés à l'écart. Il apprend qu'il y a un débarquement en France le 4 juin. 48 heures avant, parce que Roosevelt, principalement, Roosevelt ne le reconnaît pas comme une autorité légitime française. Ouais. Il préférait Giraud, c'est ça? Il préférait Giraud. Ouais, au début, il avait d'abord joué la carte Pétain, en fait, au départ. Puis Giraud, et jamais en aucun cas, il ne voulait jouer la carte de Gaulle, qu'il considérait comme un apprenti dictateur, qui n'avait aucune légitimité, c'était un déserteur de l'armée française, et il attendait, en fait, avec le débarquement, il attendait de mettre en place un gouvernement provisoire, d'organiser des élections. Et Roosevelt était très démocrate. Et c'est justement parce qu'il était très démocrate qu'il se disait, mais ce militaire-là, il sort de nulle part. À ses yeux, il n'a pas de légitimité. Il n'avait pas compris l'évolution, comment les partis de la résistance s'étaient ralliés à lui. Et donc, de ce point de vue-là, ça fait que la France n'est pas un allié comme l'Angleterre, comme le Canada, mais est laissé sur le pas de la porte. Mais alors c'est intéressant. On ne peut pas le supporter. Oui, ça on imagine. Mais Nicolas Aubin, quand même, j'ai vu ce chiffre qui m'a étonné. Bien sûr que, comme vous dites, les Français étaient à l'écart, mais il y a eu quand même 177 Français qui ont débarqué sur Sword. Oui, tout simplement parce qu'en fait, ce sont des Français qui appartiennent à une unité britannique, à un commando, commando britannique, donc ils font pas partie de l'armée française qui est en train de qui s'est reconstituée et qui se bat alors en Italie et qui débarquera ensuite en Provence
pour participer à la libération de la France. Donc c'est vraiment une unité à part. Et d'ailleurs, De Gaulle les honorera jamais parce que pour lui, c'est des Britanniques. Il avait la rancune tenace, hein, le général. Terrible. Et dites-moi, en fait, il y a eu vraiment, on en a beaucoup parlé de cela, il y a eu vraiment, vous le racontez aussi, il y a eu vraiment, ils ont réussi à piéger les Allemands en leur faisant croire que ça se passait ailleurs. Enfin, on a beaucoup parlé Rommel qui est allé célébrer l'anniversaire de sa femme à Berlin, etc., etc. Les Allemands étaient relativement dégarnis. C'est vrai ça ou c'est une légende ? Alors, ce n'est que partiellement vrai. C'est parce qu'on a eu le sentiment que ça avait bien marché, qu'on avait décidé que cela avait réussi, mais en fait, toutes les tentatives d'intoxication qui avaient été faites par les Alliés, et il y en a eu plein, la plupart n'ont pas été vues par les Allemands, et celles qui ont été vues n'ont fait que confirmer en fait ce que pensaient les Allemands, c'est-à-dire que les Alliés allaient forcément débarquer dans le Pas-de-Calais, que s'ils débarquaient en Normandie, ce serait une diversion. Et en fait, ils se sont auto-intoxiqués, et les quelques bribes d'intoxication qu'ils recevaient allaient dans le même sens. Et le pire, c'est qu'ils ont repéré la flotte d'invasion, la véritable flotte d'invasion. Ils ont déduit que cette flotte allait débarquer en Normandie, mais convaincus que le Pas-de-Calais allait être vraiment le débarquement principal, ils se sont dit, le débarquement en Normandie, ce sera une diversion. Donc ils n'ont pas été surpris de les voir arriver en Normandie. Ah, c'est ça, ils pensaient que c'était une diversion, c'est ça. Voilà. C'était pas l'offensive, oui. Et dites-moi, comment ils se sont auto-intoxiqués, comment ? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont intoxiqués à ce point ? L'armée allemande n'est pas une armée qui prête beaucoup d'attention à la collecte de renseignements, à part à l'observation aérienne, elle fait confiance à son bon sens. Donc ils ont tourné même par tous les bras. Ils sont convaincus que eux, s'ils avaient à débarquer, ils le feraient dans le Pas-de-Calais, parce que la distance est la plus courte avec l'Angleterre, il n'y a que 30 km. C'est là où on aura la meilleure couverture aérienne, parce qu'on est au plus près des aérodromes, en Angleterre, là encore. Et c'est aussi le plus près de l'Allemagne. Donc tout concourt à dire, c'est vraiment le Pas-de-Calais qui est la cible la plus évidente. Et d'ailleurs, les Alliés y avaient pensé au départ, mais après, ils se sont dit, les Allemands sont tellement forts là-bas qu'il faut débarquer ailleurs. Voilà, donc à partir du moment où pour eux c'était le plus logique, ils sont partis dans cette optique-là. Et l'autre souci, c'est qu'ils surestiment énormément les capacités des Alliés en termes de débarquement, et ils imaginent les voir en faire comme des perles. Donc quand ils font celui de Normandie, ils disent si ça se trouve dans 15 jours ils peuvent en faire un autre dans le Pas-de-Calais, ce qui n'est pas du tout vrai, c'est pas possible. Mais les Allemands, c'est pas des marins. Et ils ont de ce point de vue-là, ils sont intéressant. Et ils se mettent pas, c'est intéressant, c'est quand même et Sun Tzu et Clausewitz auraient dû quand même les avertir, on se met dans la peau de l'adversaire quand on fait la guerre. Et eux, c'était pas le cas. Non, ils n'ont pas réussi à changer leurs vêtements. Leur uniforme. C'est très intéressant. Vous êtes en Normandie, vous êtes là-bas en ce moment Exactement, là, je suis à Sainte-Mère-Église, où c'est un peu la folie. Hein. J'ai rarement vu un tel engouement sur les. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Enfin, il y a énormément de monde. Oui. Il y a énormément de monde. On est. Là, j'ai été obligé de me stationner à plus de 5 km de là où je dois aller. D'accord. C'est vraiment, c'est la folie là. Donc il y a une véritable atmosphère. Enfin, les gens mais ça fait plutôt, c'est plutôt bien que. Et est-ce que la politique joue un rôle ? Est-ce que les élections là-dedans jouent un rôle ? Est-ce qu'on parle politique ou pas du tout ? On est vraiment dans la célébration de ce que vous avez vu. Oui. À mon sens, c'est la dimension commémorative qui prime. Les amateurs de reconstitution, là, je vois défiler des colonnes entières de véhicules d'époque avec des collectionneurs en uniforme. Et c'est très très bon enfant. Je pense pas que la guerre en Ukraine ou que d'autres facteurs jouent de manière décisive. Ça joue énormément sur le politique, mais ça joue pas sur le public. Sur le public. Mais écoutez, ça c'est une très bonne chose. C'est une impression que j'ai. Non, mais en tout cas, si c'est ça, je pense que vous ne vous trompez pas. C'est une très bonne chose parce que cette commémoration-là, elle est tellement importante que vous dites qu'il doit reprendre ses droits. Merci beaucoup, Nicolas Aubin. Et je rappelle votre livre, Le débarquement, vérité et légende, aux éditions Perrin. Et surtout, bonne célébration et très bonne fête. Merci. Merci Nicolas Perrin d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant. On parlera de la dette. Tiens, qui sont nos créanciers dans ce pays? À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 3100 milliards de dettes. C'est pas beau ça, hein? 3000, c'est plus de 3 trillions de dettes, d'euros de dettes. Mais quel est ce pays admirable qui a ce déficit si magnifique? Eh bien, c'est douce France, cher pays de notre enfance. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais non, Charles Trenet, comment payer tes dettes? Non, on a le temps. Écoutez, ça se fera un jour. Nos enfants, nos petits-enfants, s'ils sont encore là. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la question qu'on veut poser aujourd'hui, c'est non pas où va notre argent, ça. On en a parlé. On en a parlé, on en parlera encore beaucoup. Mais d'où vient l'argent qu'emprunte la France pour financer son déficit? Aujourd'hui, le déficit public a atteint 5,5% sur l'année 2023 et le gouvernement estime, chiffre officiel, qui devrait rester au-dessus d'un 5% en 2024. Alors, le financement de la dette publique française, qui sont les créanciers de la France? That is the question, puisque plus de la moitié de la dette de la France est détenue à l'étranger. Alors, Tom Benoît, bonjour. Bonjour André. Vous êtes essayiste, vous êtes entrepreneur et fondateur de la revue Géostratégie Magazine. Et vous vous êtes penché sur là-dessus. Et alors, vraiment, on voudrait savoir. Donc, voilà, on a une dette, on le sait, on connaît l'ampleur. Et on sait que plus de la moitié de cette dette n'est pas détenue par les Français. Au Japon, c'est le contraire. En France, c'est pratiquement 90% de la dette qui sont tenues par des Japonais. Absolument. Mais en France, alors, qui sont nos créanciers? Bon, j'ai posé la question en plusieurs reprises, je n'ai pas obtenu de réponse, donc je vais vous apporter la réponse. Réponse à vérifier, ce sont des prêteurs américains pour la plus grande partie. Et Jean-Marc Sylvestre, sur CNews, il y a 2 jours, m'a apporté la réponse d'une façon subliminale. Il m'a dit non, ce sont des fonds anglo-saxons. Comment est-ce que vous faites pour le savoir, monsieur? Et il n'y a pas eu de réponse. Fonds anglo-saxons, il y a aussi des Américains qui sont anglo-saxons. Hein, oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire, par exemple, a décidé d'émettre 284 milliards de titres obligataires pour cette année, pour l'année en cours. C'est un record, hein, ça veut dire qu'on s'endette pour un montant record. Attendez, juste pour que nos auditeurs comprennent bien, dette obligataire, c'est les emprunts. Ça sont les emprunts d'État. Ça veut dire que c'est l'État qui s'endette à hauteur de 284 milliards pour l'année en cours. Pour l'année 2024. Pour l'année 2024. C'est ce qui est prévu par le ministère des Finances. Pour expliquer pour vos auditeurs, le ministère des Finances prend une décision. On va s'endetter à hauteur de 284 milliards. C'est l'agence France Trésor qui gère les titres obligataires de la France. D'accord. Et après l'agence France Trésor, vous avez une société qui est assez particulière, c'est pas une SARL, c'est pas une SAS, c'est une chambre de compensation, une société de dépôt, un dépositaire central qui s'appelle Euroclear. C'est la caisse des dépôts des dettes. C'est la caisse des dépôts des dettes, pour ainsi dire. Il y a 2 dépositaires centraux principaux, c'est Clearstream et Euroclear. Généralement, quand on parle des dépositaires centraux, c'est parce qu'il y a eu de l'eau dans le gaz, si je puis dire. Et ce comment ça se passe, Ce dépositaire central, pour la petite anecdote, a été créé par JP Morgan en 1968. Euroclear. Essayez de connaître les actionnaires d'Euroclear, l'organigramme de direction d'Euroclear, c'est très obscur, vous ne trouverez rien, ni sur Internet, ni ailleurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que seul Euroclear connaît l'identité des prêteurs. Ça veut dire que... Voilà. Vous voulez dire que l'État français, le gouvernement français ne connaît absolument pas l'identité des prêteurs. Vous demandez, moi j'ai demandé à Bruno Le Maire qui détient la part extérieure de la dette de la France, en dehors de la Banque Centrale Européenne, naturellement, puisque la BCE détient une part, mais je veux dire les fonds qui détiennent et les particuliers, mais ce sont des fonds. Il m'a dit rendez-vous sur France Trésor et vous aurez la réponse, en substance. Tout le monde a cherché, on a fait des centaines de milliers de vues en reprise sur Twitter, et tout le monde a dit non, ce qu'on retrouve sur France Trésor, c'est la question, mais ça n'est pas la réponse. Donc moi j'ai appelé Euroclear, et le seul qui connaît cette identité, c'est Euroclear. Mais ils vous le disent pas, naturellement. Bien sûr. Et le petit France Trésor donc ne le connaît pas non plus, n'a pas la réponse. Absolument pas. France Trésor n'a pas la réponse. Seul le dépositaire central le sait. Mais il y a un petit bruit qui court dans Paris, si je puis dire, c'est que ce sont des Américains qui nous prêtent essentiellement et qui nous incitent à nous endetter. Parce que la petite musique, on la connaît. Les pays africains se sont surendettés et ont été, on a volé au secours des pays africains avec des prêts du FMI, par exemple, pour se payer sur la bête, tout simplement. Les Chinois sont en train de se payer sur la bête au Sri Lanka, au Pakistan également. Et nous, on a un ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire,
qui fait la sourde oreille, je le rappelle, parce que j'ai fait beaucoup de télé, de radio ces derniers temps en disant, je demande, et j'ai signé une tribune dans la revue Politique et Parlementaire en disant, je somme le gouvernement cette fois-ci de réaliser un audit complet sur la répartition de la dette française. Oui, ça me paraît la moindre des choses. Personne ne veut répondre. Ça veut dire que... C'est-à-dire, vous dites, attendez, Tom Benoît, c'est quand même énorme. Enfin, et je ne vais pas appeler les policiers pour vous mettre en prison si c'est faux. Mais non, mais il y a quelque chose quand même d'étonnant. Enfin, un gouvernement, un État, c'est la France. Ce n'est pas un État croupion des îles du Pacifique. Je veux dire que moi, disons, si j'emprunte, je connais mon créancier. Je suis le débiteur de X, Y, Z, mais je connais. Donc, la France ne connaît pas, en principe. Elle ne connaît pas, mais elle veut pas le dévoiler. Mais je veux vous dire, là où c'est très vicieux et très dangereux, c'est que on dit c'est la dette de la France. Et d'ailleurs, j'ai interviewé Prisca Thévenot il y a pas longtemps, et je lui ai dit par rapport à la dette publique, et elle me dit mais de quelle dette parlons-nous? Je lui ai dit de la dette de la France, la dette publique, pas de votre emprunt perso, pas du mien. Et quand on parle de la dette de la France, il faut bien comprendre que c'est la dette d'un État français qui est dirigé par un édile politique, qui, au nom des citoyens, se permet de s'endetter. Parce que demain, si la France se retrouve dans une situation de défaut de paiement, elle va pas déposer le bilan et prendre un liquidateur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une société, c'est pas une société. Oui. Là, à ce moment-là, il va y avoir une capacité des décideurs et des dirigeants de mobiliser l'épargne ou les biens publics. Parce que si vous regardez l'endettement par rapport aux recettes de l'État, alors là, je sais qu'il y a des économistes qui me disent on peut pas comparer un flux et un stock. Oui, mais vous êtes quand même obligé de regarder l'endettement de la personne qui s'endette ou de l'organisation qui s'endette. En l'occurrence, l'organisation, elle est assez unique, c'est l'État. À l'échelle d'un village, pour que les auditeurs comprennent bien, si on observe l'endettement, on va dire, de la personnalité ou de la société la plus riche du village par rapport au PIB du village, ça nous paraîtra absurde. On se dirait il vaut mieux comparer l'endettement de l'institution la plus aisée par rapport à ses recettes. Et bien pour l'État, c'est exactement pareil. Vous aviez un État qui était rentable jusqu'en 1975 à peu près. Tout à fait. Budget à l'équilibre jusqu'en 75, 74. Et aujourd'hui, il est largement déficitaire. Et ce que ça induit, je vous en prie, allez-y. Non, je voulais savoir, alors justement, en chiffres, en comparant, et faisons la comparaison, vous dites, qui me paraît tout à fait légitime. Donc, entre l'État, ce qu'a l'État et ce qu'il doit, ce qu'il emprunte, c'est quoi le ratio? C'est à peu près 220% par rapport à l'endettement. Si on regarde par rapport aux recettes de l'État, l'endettement par rapport aux recettes de l'État, c'est 220%. Et on est à 112 par rapport au PIB. Donc à ce moment-là, c'est très dangereux parce que un déficit radical et total. C'est considérable. Mais même les calculs de PIB sont, alors je peux pas dire faussés parce qu'on pourrait m'attaquer, mais sont flous, obscurs. C'est Alain Juillet, il y a pas longtemps, qui précisait que même la prostitution et le trafic de drogue est inclus dans le PIB. Donc vous voyez qu'il y a tous les moyens, et surtout avec 60% de dépenses publiques, c'est pas de la création de richesse, c'est du PIB totalement instrumentalisé que vous avez aujourd'hui. Et là, on parle du terrain simplement économique, parce que au niveau monétaire, c'est la foire entre amis, si je puis dire. C'est-à-dire concrètement. Vous avez directement la monnaie. Vous n'avez pas besoin de prendre des décisions politiques, sociétales, parce que la politique, c'est de la littérature. Est-ce qu'il faut que les riches soient riches? Est-ce qu'il y a trop de pauvres? Ça, on discute. J'ai interviewé Manon Aubry ce matin. Elle me dit en substance, moi, j'aime pas les riches. Je dis oui, mais vous n'aidez pas les autres. C'est votre droit. Mais par contre, sur la partie monétaire, là, on n'a pas besoin d'aimer les pauvres ou les riches. On dit voilà, la monnaie, c'est ça. On l'oriente directement. Et alors, qui l'oriente, la monnaie? C'est la Banque Centrale Européenne, puisqu'on n'a plus de souveraineté monétaire aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que la priorité, réellement, je sais que je suis soutenu par toute la population, pour ainsi dire, mais absolument pas par la classe médiatico-politique. Alors, vous dites quoi? Je dis qu'il faut revenir à une souveraineté monétaire. Ça veut dire qu'on a une banque centrale aujourd'hui qui est une bibliothèque nationale avec de vieux livres, mais qui ne fait plus d'édition. Vous avez une banque centrale qui n'est pas émettrice de monnaie. Vous avez un banquier central qui sert strictement à rien, si ce n'est à voter au Conseil des gouverneurs de la BCE. Mais alors, Tom Benoît voulait dire, attendez, souveraineté monétaire, revenir au franc? Quitter l'euro? Mais vous appelez ça comme vous voulez, mais il faut avoir une monnaie, évidemment. Les unions monétaires ne marchent pas, c'est une réalité. André Berkoff, allait chercher dans l'histoire une union monétaire qui a marché. Il n'y a pas une seule union monétaire qui a marché. Et l'idée, vous êtes forts à plusieurs parce que vous êtes tous réunis. Je disais il n'y a pas longtemps, ça fonctionne dans les chansons d'Enrico Macias, mais pas en monnaie, pas en économie. Il n'y a pas de réunion monétaire en disant
Vous comparez les PIB de tous les pays de l'eurozone avant l'euro et aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus forts avant. Vous comparez la puissance des monnaies nationales des pays de l'eurozone avant et aujourd'hui, ils étaient plus forts avant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez même Christian Noyer, qui est européiste convaincu, et qui fait beaucoup de mal aux nations, il faut le rappeler, il faut le dire très clairement, parce que ces gens-là sont en train d'éteindre les nations. Sont littéralement, et d'ailleurs Macron le dit très clairement, le président de la République nous dit il faut lutter contre le nationalisme. Mais comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles ? Mais un certain Mitterrand disait déjà le nationalisme c'est la guerre. Mitterrand, ça a été le tremplin vers l'Europe, hein, Maastricht chez Mitterrand, à l'époque où Mélenchon militait pour Maastricht. Mais donc vous dites, justement, pour parler un tout petit peu là-dessus, vous dites, quand on vous dit oui mais attendez, si on quitte l'euro, la dévaluation, enfin on va être dans une pauvreté noire, ça va être terrible. Qui me dit ça ? Ceux qui nous ont conduits vers la chute du PIB par habitant de la 13e place auparavant à la 25e aujourd'hui, qui viennent me le dire en face dans ce cas-là. Parce que moi ce que je dis c'est que premièrement, si on quitte l'euro, on va avoir la main sur nos décisions. Parce qu'il y a des gens qui sont entre guillemets bien mignons, de gauche comme de droite, et Manon Aubry en fait partie, et qui nous dit oui, ce qui se passe à la Banque Centrale Européenne est scandaleux, mais on ne veut surtout pas en sortir. Hein. On veut la rendre plus démocratique avec un cahier des charges écologiques qui prend en considération, c'est de la foutaise, de la supercherie. Si vous voulez réellement avoir une nation qui est forte et qui permet d'avoir des entrepreneurs, de la création de richesses, des étudiants, des gens qui vivent dignement, vous assumez vos engagements par rapport aux retraites, vous devez avoir votre monnaie nationale. Mais en tout cas, Dom Benoît, vous soulignez quelque chose par rapport à la question que je vous ai posée au début de notre entretien, ce qui est quand même terrifiant, en dehors des considérations, enfin, et des interprétations qu'on peut avoir. C'est que le premier devoir des gouvernants, des princes qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, c'est la transparence. C'est la transparence. C'est-à-dire qu'au moins savoir, parce que ce que vous venez de nous dire, c'est que comme on ne connaît pas, et on le sait, le contenu des contrats qu'ont liés la Commission européenne avec Pfizer et Big Pharma, on ne connaît pas nos créanciers. En tout cas, nous ne connaissons pas, d'accord, mais eux-mêmes non plus. Ils se devinent, et vous dites qu'il n'y a que Euroclear qui connaît, mais qui ne le dira jamais. C'est le seul, le dépositaire central, Euroclear, est le seul à connaître l'origine, l'identité des créanciers. Et au même titre, on parle de transparence que Bruno Le Maire, il faut quand même le rappeler, a maquillé, c'est Olivier Marleix qui le disait, le président du groupe Les Républicains, les comptes publics jusqu'au dernier moment. Alors que nous étions plusieurs, moi y compris, qui ne suis pas même expert en la matière, puisque j'ai pas toutes les données, mais il y a des données que Bruno Le Maire a, et à dire, ça n'est pas possible, nous n'aurons pas 4,9 de déficit, et même si nous avions 4,9, c'est déjà 1,9 points de plus que ce que vous-même vous autorisez à avoir dans l'eurozone. Au-delà des 3%, etc. Au-delà des 3%. Très très intéressant, c'est vraiment vive la transparence, vive le mystère. Enfin, c'est vraiment le mystère de la chambre jaune, une espèce de roman policier où on ne sait pas qui sont les bons et qui sont les mauvais. Absolument. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y aurait de dramatique demain à revenir à une monnaie nationale réellement et à dire nous avons un organe de décision qui s'appelle l'Assemblée nationale ici, le Sénat, qui s'occupe du plan politique, on a un gouvernement qui est élu directement sans manipulation médiatique et on a une Banque de France qui gère notre monnaie. Et après on signe des accords, comme le font les Britanniques aujourd'hui d'ailleurs avec tous les autres pays de l'Europe. Parce que la petite musique des européistes aujourd'hui qui veulent vous déposséder réellement de tout votre pouvoir au sein des nations, c'est de vous dire « Ah mais si vous avez le pouvoir, vous allez être seul ». Non, vous allez être seul à avoir le pouvoir et vous allez collaborer avec les autres. On voit ce qui se passe en Grande-Bretagne. En tout cas, bon, on verra si tout ça est un vœu pieux. Rendez-vous après le 9 octobre. Enfin, c'est pas le 9 octobre qui va changer, d'ailleurs, grand-chose. Mais au moins, voilà, on ne va pas intervenir là-dedans. Ouais. Merci, Dom Benoît. En tout cas, le problème est posé. Voyez, est-ce que vous avez envie de savoir ou pas? That is the question. Et c'est vraiment la question essentielle. Merci, André Berkoff. Elle vous plaît, André, cette date du 9 octobre? C'est le 9 juin, les élections. C'est ce dimanche. C'est vraiment... Ça, c'est mon... J'ai pas osé. Non, mais il a bien fait parce que c'est mon syndrome. Je dis toujours le 9 octobre. En fait, j'ai pas envie que ça se passe. Par rapport au 7 octobre. Voilà. Merci, Tom Benoît, d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. Tiens, on va parler de mathématiques avec Éric Dupond-Moretti. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Ah ben je suis pas le seul à être dans tous mes états. Mardi, lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, il y a eu une joute particulièrement tendue entre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et le député républicain Maxime Minot. Parlait de quoi? Les problèmes de sécurité dans les maisons d'arrêt françaises. On a vu ce qui s'est passé lors d'un transfert de Mohamed Amra, avec 2 morts, avec des fourgons pénitentiaires attaqués, et vraiment attaqués de quelle façon? Donc, on a parlé du manque, etc. Voilà, il disait manque d'équipement, manque de sécurité adéquat pour les agents pénitentiaires, la sécurité. Et Dupond-Moretti, Éric de son prénom, a répondu. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Maxime Minot, le député républicain, disait oui, qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'il avait 10 portables dans les prix. Même le Mohamed Amra avait 10 portables. Il fumait la chicha. Il recevait qui il avait envie de recevoir. C'était plus des parloirs, c'était des chambres d'hôtel, etc., etc. Il exagère peut-être un peu, mais enfin quand même, effectivement, on a pu voir que il y avait beaucoup de transparence, je veux dire beaucoup d'air et de passe dans ces prisons. Et Éric Dupond-Moretti, d'abord il avait dit, vous vous rappelez, il avait dit mais j'ai appris par la presse effectivement ce traitement particulier réservé à ce détenu. Et puis il a ajouté ceci parce qu'il voulait montrer que son ministère a fait des efforts et il a dit ceci. Écoutez. Je voudrais vous rappeler qu'en 2017 il n'y avait aucun brouilleur, strictement aucun. Aucun. Nous en avons doublé le nombre. Il n'y avait aucun système. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Alors là, c'est merveilleux. On sent que Éric Dupond-Moretti n'a pas fait Matsup ou Matspé ou Matlm. Il dit, il y avait 0 brouilleur et on les a doublés. Ah, mais quel exploit! Mais quel exploit! 2 fois 0, oui, il a doublé, effectivement, il a doublé. D'abord, il doit être un peu fatigué, hein, il faut pas lui jeter la pierre à notre ministre de la Justice, mais enfin, c'est intéressant, vous voyez, en pleine Assemblée nationale, on peut se permettre quelques excès. Ah, ça fait du bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce générique, c'est le générique d'un des plus beaux films jamais faits sur le débarquement. C'est Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Qui était un film magnifique, et tous les vétérans qui l'ont vu en avaient les larmes aux yeux parce que vraiment ça reconstituait de façon très forte ce qui s'est passé il y a 80 ans, jour pour jour, effectivement, sur les plages de Utah, d'Omaha Beach et ailleurs. Et alors, pourquoi on en parle? Parce que Émile Bouétard. Qui est Émile Bouétard? Émile Bouétard, Emmanuel Macron, hier, à Plumelec, dans le Morbihan, lui a rendu hommage, notamment à tous ceux qui ont bloqué l'avancée des Allemands. Et parmi eux, il y avait le breton Émile Bouétard, un des parachutistes SAS Special Air Service. Il y a eu 177 Français qui ont débarqué, effectivement, lors de l'opération Overlord. Mais il n'y avait pas, les Français n'étaient pas dans cette opération. Il y avait les Canadiens, les Australiens, et puis surtout les Américains. Mais il était là et il a été effectivement débarqué là et il a été abattu la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il est mort à ce moment-là, effectivement, et il est considéré comme le premier Français mort, effectivement, le D-Day, au matin, etc. Et il a été, il faisait partie de ces 9 membres de la France libre qui ont sauté parachute sur le dos, il a été largué, et ce qui s'est passé, c'est que il a été blessé à l'épaule et à la cuisse, et il a été achevé d'une rafale de pistolets mitrailleurs par un Géorgien. Et voilà ce qu'a dit effectivement un historien. Un Russe blanc est arrivé vers lui, l'a retourné d'un coup de botte et lui a déchargé sa mitraillette sur le corps. Donc il est mort à 1h30 du matin, le 6 juin 1944. Et pourquoi on parle de ça, et c'est bien de parler de ça? Il faut rappeler quand même que, vous savez, les Russes ne sont pas là because la guerre en Ukraine. Mais il faut rappeler quand même que 25 millions de Russes sont morts dans la guerre de 39-45. Il faut rappeler aussi qu'il y avait un bataillon de l'Est formé d'Ukrainiens, de Géorgiens qui se battaient dans l'armée allemande. Et il y a eu 80 000 volontaires en Ukraine, tous n'ont pas été retenus. Mais donc, l'on dit, c'est un Géorgien, c'est un Ukrainien, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a eu quand même, dans ces pays baltes, dans ce pays, il y a eu énormément, ils étaient plusieurs dizaines de milliers à s'être battus avec la Wehrmacht
sinon avec la Waffen-SS. Et pourquoi on dit ça? On dit ça parce que on pense que la politique, même aujourd'hui, même avec tout ce qui se passe et qu'on soit, il s'agit bien sûr que Poutine a été l'agresseur dans cette histoire, mais est-ce que la politique doit se mêler de la mémoire? Est-ce que ce qui s'est passé il y a 80 ans, dans l'échelle où ça s'est passé, comment peut-on aujourd'hui interpréter le passé à la lumière du présent? Et c'est valable, vous savez, pour le woke, pour tout ceci, pour tous ces déboulonnages de statuts. Donc, c'est pas normal. Alors, quand le président Macron nous dit ceci, il le disait hier, il faisait un discours justement sur la mémoire, sur le débarquement, et voici ce qu'il disait. Comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Mais si on veut que cette jeunesse soit prête au même esprit de sacrifice, justement, il faut peut-être pas changer le passé, il faut se rappeler de tout. Justement, les derniers sacrifices. Tous les gens, vous savez, quand Sardou chantait « Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie ». Eh ben, si les Ruskov n'étaient pas long non plus, on serait peut-être tous en Germanie, etc., etc. Encore une fois, essayons de garder au passé, comme il sait, c'était une autre époque, c'était d'autres alliances, ils se sont battus pour l'Union européenne, ils se battaient parce qu'il y avait les nazis d'un côté, il y avait les fascistes d'un côté, et puis il y avait les autres. Donc, n'interprétons pas cela à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. S'il vous plaît, aussi bien on dit ça au président qu'aux politiques qui essayent d'instrumentaliser à droite et à gauche les élections qui vont avoir lieu le 9 juin. J'espère qu'il n'y a pas de motif électoral derrière cela, parce que sinon on se demanderait pourquoi Zelensky parle à l'Assemblée nationale, et est-ce qu'il n'y aura pas un temps de parole par rapport effectivement au temps de parole pour les élections. Et je dis ça parce que je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait là-dessus et être très 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 précis. À part ces millions de gens qui sont allés, qui n'avaient rien à faire là et qui sont morts pour qu'on soit libre. Donc vraiment un peu de respect et un peu de relativité. Sur Sud Radio avec cette belle musique de Michel Sardou. On va se retrouver dans un instant après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff. On va parler, des éoliennes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états, le face-à-face. La fièvre monte à la Celle-Saint-Cyr et dans toutes les communautés du Jovinien. Pourquoi ? Parce qu'on veut installer, un peu comme partout, des intermittentes du spectacle. C'est quoi les intermittents du spectacle ? Évidemment, les éoliennes. Les éoliennes, on va en parler tout de suite. Avec, et je suis très heureux de les accueillir, avec Jean-Michel Laurin, qui est patron de la Côte Saint-Jacques, un excellent restaurant très connu, 2 étoiles à Joigny. Effectivement, je vous le recommande. Comme je vous recommande, parce que j'y suis allé déjà à plusieurs reprises, comme je vous recommande à la Celle-Saint-Cyr, l'auberge de la Fontaine-aux-Muses, que je connais aussi très bien, représenté par son directeur, son patron, enfin son propriétaire, Vincent Pointeau-Langevin. Et justement, ils ont appris qu'il y avait un projet assez avancé d'éoliennes. Et puis évidemment, je ne le présente pas lui parce que ça fait à plusieurs reprises qu'il est là, Fabien Bouglet, le spécialiste de l'énergie, et qui vient de publier les éoliennes en format de poche, revue et augmentée, la face noire de la transition écologique. Mais auparavant, Fabien Bouglet, avant qu'on parle de la Celle-Saint-Cyr, du Jovinien et de la communauté de communes, vous vouliez évoquer ce qui se passe effectivement sur les plages du débarquement que l'on célèbre, et on célèbre effectivement la victoire et cet extraordinaire exploit et cet extraordinaire exploit humain. Oui, André Berkoff, merci de me recevoir. Je voudrais d'abord dire que toute éolienne installée en France est une cicatrice sur le beau visage de la France.
et une véritable agression. On voit combien vous êtes pro-éolien, vous. Hein. Et je suis stupéfait de voir ce en même temps macroniste célébrer avec raison cette libération de la France il y a 80 ans et en même temps dénaturer un lieu sacré qui est le lieu du débarquement en acceptant d'installer 64 éoliennes au large des côtes du département. Au large, vous voulez dire à proximité, à vraiment 10 kilomètres dans les lieux où ont eu lieu les débarquements. Les vétérans américains ont écrit à plusieurs reprises pour s'insurger de cet impair français à l'égard de ce qui a été ce sacrifice suprême. Bien sûr. Et on va installer, et tenez-vous bien André, des éoliennes allemandes. Allemandes. Quel symbole, 80 ans après la libération de l'Allemagne nazie, de se retrouver avec une nouvelle occupation par un territoire. Mais on est dans l'Union européenne, mon cher Fabien. Nous sommes dans l'Union européenne. Mais attendez, juste, non, mais le scandale, enfin, vous voulez dire qu'ils sont à combien des côtes ? 10 kilomètres. 10 kilomètres des côtes. Ah oui. Comme d'ailleurs, on l'a tout récemment, on a entendu parler de ces fameuses éoliennes de Fécamp qui sont visibles sur les côtes d'Étretat et qui portent atteinte au visage. Il y a une vidéo et les touristes qui nous ont appelés, qui sont à Étretat et qui voient les... Voilà, et qui est donc tout le paysage de Monet que Monet avait célébré. Et donc on voit bien, et ce que vivent ces personnes dans leur territoire, c'est ce que vivent tous les Français dans les territoires de France. Dans les territoires ruraux, mais aussi dans les territoires de littoraux. Donc c'est une véritable agression contre la science, contre 80 ans après, les éoliennes débarquent. C'est intéressant. Hein. Ouais. Mais ils débarquent dans un sens qu'on n'aimerait pas justement avoir. On va en parler tout de suite avec justement ce qui se passe à la Celle-Saint-Cyr. Bonjour Vincent Printot-Langevin. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Laurin. Bonjour. Alors, je voudrais savoir, donc Jean-Michel Laurin, vous êtes donc, j'ai rappelé, le patron, le restaurateur de ce très bon restaurant, la Côte Saint-Jacques, encore une fois à Joigny. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes, je sais, j'ai lu le message que vous avez envoyé. Qu'est-ce qui vous a fait réagir face à ce projet d'implantation d'éoliennes ? Ce qui m'a fait réagir, c'est qu'on a la chance de se trouver dans une ville, Joigny, qui est une ville d'art et d'histoire, et qui domine la vallée de l'Yonne. Et donc, quand on est, sans parler même de la Côte Saint-Jacques, de mon établissement, quand on est sur la Côte Saint-Jacques, donc c'est le lieu-dit, c'est la colline qui surplombe Joigny, c'est déjà une première partie, puisqu'il y a déjà une dizaine d'éoliennes qui sont installées sur la gauche de ce qu'on appelle le Mont-Olonte, qui est une petite colline qui est juste en face de notre ville, et on voit ces éoliennes. Et nous, ça m'avait déjà fait réagir à l'époque. On n'avait pas pu contrecarrer ce projet. Et quand on voit que maintenant ils veulent installer de l'autre côté des éoliennes encore plus hautes, on a un paysage qui est complètement dénaturé. Et nous, nos clients nous en parlent. Nous disent, mais quelle folie de venir installer des horreurs pareilles juste en face d'une ville comme Joigny, qui est une magnifique ville. Bien sûr, avec ses maisons de bois et tout cela. Bien sûr. Vincent Printot-Langevin, ça s'est passé, donc racontez-nous l'histoire, ça s'est passé, puisque vous êtes conseiller municipal, vous-même à la Celle-Saint-Cyr, et qu'est-ce qui s'est passé alors comment s'est passé ce projet d'implantation à la Celle-Saint-Cyr, donc, d'éoliennes ? Bonjour plutôt, merci de m'avoir invité. Il s'est passé que je suis né dans ce village et depuis 64 ans j'y habite. Vous êtes né à la Celle-Saint-Cyr, oui. Et mes parents avaient un restaurant, un hôtel, une auberge que j'ai repris en 1981. Et il s'est passé que j'ai été conseiller municipal dans les années 89. J'ai après abandonné. Ensuite, en 2020, je me suis dit tiens, je vais me remettre. Il me semble sympathique, c'est de me remettre dans le conseil municipal, et donc j'ai été élu avec la liste sortante. Bien m'en a pris, c'est qu'en fait ils avaient concocté d'installer une bardée d'éoliennes, au départ 6, mais la méthode... Dès 2020 déjà? Oui, en 2015, c'était déjà engagé. Et donc j'ai demandé au conseil de interroger la population du village,
ce qui m'a été refusé, puisque on m'a dit que ça avait été déjà acquiescé par le Conseil précédent, donc il n'y avait pas besoin de revenir. Oui, vous demandiez un peu un petit référendum. Un genre de référendum, voilà. Ouais, c'est ça, donc j'ai demandé un vote à bulletin secret avec mon beau-frère qui est aussi conseiller, avec qui on s'était mis tous les deux de bonne foi dans ce conseil, et vous ont refusé. Non, ils ont autorisé le vote à bulletin secret, et parce que on peut pas le refuser en fait. Bien sûr. Il y a eu 13 voix pour le pour projet, les oui, et 2 contre. En fait, et en même temps pour que il y ait une participation pour entrer dans le capital de la SAS Valeco. Qui va fabriquer les éoliennes, oui, qui installe le projet, qui certainement le revend après à d'autres, parce que c'est tout un montage assez connu, je pense qu'il sera expliqué par monsieur mieux que moi. Donc ça fait plus de 200 mètres de haut, plus grand que la tour, enfin à peu près comme la tour. Combien d'éoliennes il prévoit? Alors 3. Puisque la méthode est de dire on en fait 6, mais après ils vont dire non, il n'y a pas tout à fait assez de vent, on va en faire que 3, mais plus grandes. Donc évidemment on accepte. Attendez, c'est formidable ça. Le pied dans la porte. On devait en faire 6, mais il n'y a pas assez de vent, donc on va en faire 3. Oui, 3 mais plus grandes. Oui, d'accord. Qui récupéreront le vent. Et qui vont faire autant de vent que 6. C'est-à-dire qui ont des pales plus grandes, ainsi de suite. Bon, voilà. Et puis c'est la suite. Les gens qui sont dans le hameau, hein, parce qu'en fait la Celle-Saint-Cyr est assez vaste. Il y a 1800 hectares. Il y a des hameaux, donc il y en a un où les maisons sont à 300-400 mètres. Et puis on défriche 15 hectares de bois pour. Il faut défricher pour installer ces engins qui sont sur un bois qui est un peu en pente aussi, qui s'appelle le bois des hôpitaux. Enfin bon, il y a pas mal d'aberrations écologiques. Les oiseaux qui migrent et les grues qui se posent à cet endroit-là, ils ont été vus par les habitants de Ruban, seront, je pense, laminés à chaque passage. Enfin bon, il y a pas mal de choses une intermittence. Juste un mot, Jean-Michel Lorrain, justement, bon, c'est à Celle-Saint-Cyr et c'est à Joigny, mais enfin, comme vous dites, vous êtes. C'est la communauté de communes, de toute façon. Est-ce que vous n'avez pas fait au-delà du vote du conseil municipal, est-ce que vous n'avez aucun recours? Est-ce que vous avez déposé, enfin vous et puis d'autres, en disant, écoutez, nous, on n'est pas d'accord, etc. Déjà, il y a une enquête publique, donc il y a eu 1200 contributions à cette suite à cette enquête publique, avec pratiquement 98% contre. Il y a eu une enquête publique, 98% contre. Oui, bien sûr. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a quelques années, ils avaient installé un mât pour mesurer le vent, et qu'a priori, là où ils vont installer les éoliennes, la force du vent n'est pas suffisante par rapport au projet. Donc en fait, c'est des éoliennes qui vont tourner ou pas tourner, on ne sait pas encore. Et alors, à l'heure où l'on parle, est-ce que vous avez des recours? Ou est-ce que vous allez faire des recours? Est-ce qu'on peut faire un recours, et je ne sais pas auprès de qui? On va en parler avec Fabien Bouglet, mais vous, par exemple, est-ce que la mairie de Joigny, ou la communauté de communes, ou le département ont été alertés, etc.? Ils ont fait un vote, excuse-moi Jean-Michel, ils ont fait un vote... ils ont fait un vote, tous les maires et puis les représentants de la communauté de communes à bulletin secret, ça il y a une semaine, et les 3/4 se sont opposés au projet de la Celle-Saint-Cyr. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote de la communauté de communes, les 3/4 se sont opposés. Voilà. Et il y a une association aussi de riverains et d'habitants qui est aussi active et qui bouge beaucoup. Les villages en campagne. Villes et villages en campagne, voilà, qui œuvre beaucoup et qui a fait des recours et donc qui se bat pied à pied pour que ce projet n'aboutisse pas. C'est encore la bataille. Enfin, c'est encore une bataille, oui. Alors Fabien Bouglet, justement, voilà un exemple de ce qui se passe. Enfin, c'est pas le premier et ce n'est pas le dernier, mais qui se passe en France aujourd'hui. Vous avez avec justement les deux acteurs témoins de ce qui se passe là dans le Jovinien. C'est tout à fait révélateur de l'ambiance qui se passe dans l'ensemble du territoire français. André, il faut bien prendre conscience qu'il y a 1800 associations environnementales qui luttent contre la pollution éolienne en France. Actuellement. Ouais. 1800. Il y a plusieurs fédérations. Il y a toutes les associations environnementales. C'est à la fois la destruction du paysage, c'est la destruction de la biodiversité, la destruction du patrimoine architectural. Bref, c'est
l'antagonisme pur. Au nom de l'écologie, on détruit l'écologie. Et c'est ça qui est terrible. Et non seulement on détruit l'écologie, mais aussi on détruit la démocratie. Parce qu'il y a eu différentes lois qui ont supprimé les voies de recours. Je rappelle quand même une chose importante. Si j'ai bien compris le dossier de ces personnes, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu l'autorisation d'exploiter par le préfet. C'est le préfet qui va donner la décision. Pas encore. Ouais. Une fois qu'on aura l'autorisation d'exploiter, peut-être que le préfet va dire non. En général, quand je fais une petite intervention publique, les préfets sont assez sensibles. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller à la campagne et de voir un préfet qui comprend. Là, on est quand même dans un lieu exceptionnel qui va avoir des impacts économiques. Donc je dis au préfet, faites bien attention à la décision que vous prenez. Si le préfet, c'est le préfet qui décide. Oui. D'accord. Si le préfet décidait défavorablement, eh bien ces personnes seraient parties pour défendre la position du préfet. Et si, ce que je ne souhaite pas, le préfet devait abdiquer devant le lobbying des exploitants éoliens, eh bien, ce seraient ces personnes, ces résistants aux éoliennes, qui agiraient en justice, mais il n'y a plus de premier degré de juridiction. On dirait directement à la cour d'appel. Parce que la justice a été supprimée. André Berkoff. Vous voulez dire, on ne peut pas aller à un tribunal de première instance? Non, ça n'existe plus. Pour les éoliennes en mer, c'est directement au Conseil d'État. On a supprimé premier degré de juridiction, deuxième degré de juridiction. C'est donc un véritable déni de démocratie. J'ai le souvenir d'avoir bataillé avec la présidente des commissaires enquêteurs dans une enquête publique célèbre de Noirmoutier, où un commissaire enquêteur avait traité les opposants de QI de géranium dans un email. Eh bien, le Conseil d'État a dit, dans un mépris condescendant, le fait de traiter un opposant de QI de géranium ne constitue pas une atteinte à la neutralité du commissaire enquêteur. C'est dire l'importance que prend les positions des citoyens qui normalement, à qui on devrait prendre en compte la considération et qui sont jetés. Et là, vous avez 98% d'hostilité aux éoliennes et pour autant, dans de nombreux lieux en France, les préfectures délivrent les autorisations d'exploiter. C'est un véritable scandale démocratique, c'est un déni de démocratie. Et un déni de démocratie absolument épouvantable. Et la loi d'accélération des renouvelables qui est intervenue il y a 2 ans, on en avait parlé ici, ouverte par les Républicains au Sénat, est véritablement scandaleuse parce qu'elle a ouvert ses travers. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On va continuer avec Jean-Michel Lorrain, avec Vincent Pointon-Langevin et avec Fabien Bouglet. À tout de suite, restez avec nous. Les 6 et 7 juin, Sud Radio vous dit bonne fête de la radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh ben, je suis pas le seul, comme vous voyez. Hein. Fabien Bouglet a parlé dans toute la France actuellement. On est en train de parler de cela. Et quand je pense qu'il y a encore quelques années, on disait ça y est, on va avoir l'électricité. Mais en veux-tu, en voilà, ça va être gratuit. Ça va être le soleil d'un côté et le vent de l'autre. Et le problème qui s'est posé à un moment donné à nos âmes d'enfants ébahis. Et s'il n'y a pas de vent, on fait quoi s'il n'y a pas de vent? Ben, on ramène les fossiles, comme d'habitude. Et s'il n'y a pas de soleil, eh ben, on ramène les fossiles, comme d'habitude. Et voilà. C'est pour ça que je parle des intermittents du spectacle. Et c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Béon? À Béon, le même problème que... Béon, village qui est tout à côté de la une vallée de la Selle-Saint-Cyr, à 3 km, même pas. Et évidemment, ils ont installé un mât de mesure pour éventuellement monter des éoliennes, qui comme par hasard s'est avéré positif, donc à savoir plus de 12 km/h et pas plus que 80 km/h de vent. Autrement, ça marche pas autrement. Ah oui. Il faut un minimum 12 km/h et maximum 80 km/h. Ce que j'ai appris dans l'affaire. Donc à Béon, évidemment, les gens étaient hostiles à cette installation. Il y a eu une enquête publique. Vu l'hostilité des gens, le préfet intelligemment a mis un avis défavorable à ce projet.
À savoir qu'à Béon, il y a une église qui est sur les hauteurs de l'époque où les croisés se repéraient d'église en église, et elle est magnifique. Eh bien, le préfet ayant remis son avis défavorable, paraît-il, selon la cour d'appel, hors du délai. Donc la cour d'appel de Lyon a débouté l'avis défavorable du préfet, parce que ces entreprises-là ne lâchent pas comme ça, hein, même en cassation ils vont. Hein. Donc il faut tout recommencer à zéro. Faut refaire quasiment une enquête publique. Il faut refaire la procédure. Ah oui, il faut refaire tout. Voilà. Ah, d'accord. Donc voilà. Jean-Michel Lorrain voulait... Non, c'est tout à fait ça. Là, on s'était bien battu aussi sur ce projet qui n'avait pas abouti. Et là, il va falloir tout recommencer. Donc, c'est du temps et c'est beaucoup de questionnements par rapport au fonctionnement justement de ces procédures. Alors juste, je voudrais qu'on aborde ça, et vous devez le savoir pour la Saint-Cyr, puisque vous êtes conseiller municipal. Est-ce que, et on en parlera plus généralement avec Fabien Bouglet, parce que savoir comment se passe la mécanique, c'est-à-dire est-ce que ces compagnies, notamment Valéco ou d'autres, enfin, qui arrivent, est-ce qu'ils disent par exemple au village ou à la ville, etc., ils disent au maire, écoutez, on va vous subventionner, on va vous aider, etc. C'est vous qui pouvez. Comment ça se passe? Est-ce que est-ce que vous avez eu vent, vous, de cela? Disons qu'en 2015, quand ça s'est engagé, moi j'étais pas au conseil. Je sais que après arrivé en 2020 au conseil municipal, l'entreprise, le promoteur en question pousse énormément. Il y a eu des lois qui ont été passées pour ne plus faire trop de cadeaux, de choses et d'autres. Ah oui. Des lois anti-corruption, si on veut dire. Il y a donc une petite rémunération selon l'électricité fournie, qui serait pour la commune de 50 000 € environ par an. D'accord. Et aussi comme dans le cahier des charges, c'est démontré, pour compenser des dommages, quelques routes, quelques petits travaux de fait par l'entreprise. Donc, c'est une compensation. Oui, c'est au niveau du village. Fabien Bouglet, en général, alors un peu plus généralement, parce que maintenant les éoliennes, il y en a partout. Comment ça se passe? En fait, vous comprenez bien que, en réalité, d'une part, il y a quelques années, et j'ai été vraiment à l'origine de cette alerte, les exploitants éoliens mettaient, et ils continuent de le faire, les éoliennes sur les terres des élus, ou de la famille des élus. C'est ce qu'on appelle le délit de prise illégale d'intérêt. Et il y a eu un énorme scandale de la prise illégale d'intérêt qui a été dénoncé en 2014 par le service central de prévention de la corruption, qui a émis une alerte et qui avait 250 plaintes. Le service central de prévention de la corruption étant une unité du ministère de la Justice. Et pour remercier cette unité... Il y a 10 ans, ça. Il y a 10 ans. Et pour remercier cette unité a été dissoute. Et les dossiers ont disparu. Ont été archivés. J'en suis à l'origine, donc je connais bien le dossier. Et effectivement, à l'époque, François Brotte, on est en 2013-2014, a fait une loi... Qui est François Brotte? François Brotte, c'était un député socialiste qui était le président de la commission d'économie. C'est lui qui a fait la loi pour la baisse de la part du nucléaire à 50%, et c'est lui qui a fait la loi d'accélération des renouvelables. D'accord. Et justement, qui allait aboutir à la baisse des poursuites sur les prises illégales d'intérêt. Et donc, il a été remercié en étant nommé patron de RTE, la société d'EDF chargée du raccordement des éoliennes au réseau. Dont nous avons reçu le fondateur, comme vous le savez. Exactement. Donc, François Brotte a justement succédé à André Merlin. Donc, si vous voulez, d'une part, il y a ces prises illégales d'intérêt qui continuent, mais si un élu ne participe pas au vote et à des éoliennes sur ses terres, il ne peut pas être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Et puis il y a l'autre cadeau qui était une sorte de corruption indirecte qui consiste à dire on va vous faire un chemin communal. Alors normalement ce sont des mesures compensatoires. Alors s'il s'agit de faire une haie de peupliers pour pouvoir cacher les éoliennes, ça se comprend. Mais refaire un route ou une trottoir ou un jeu de boules comme ça se fait régulièrement. Et on a vu effectivement des exploitants éoliens, j'avais fait poser une question à l'Assemblée nationale sur le sujet, payer et se substituer au bien public et à l'intérêt général, au service public, et donc arriver avec cette carotte et en fait faire le boulot de ce qui normalement relève de l'État. C'est-à-dire c'est à l'État de refaire les routes, c'est pas voilà. Et donc on voit bien ce travers qui est que
les exploitants éoliens prennent une mainmise, ils font ce qu'on appelle la maîtrise foncière, ils signent les contrats avec les propriétaires terriens, et ensuite ils verrouillent le dossier avec les maires, et parfois ils demandent même aux communes, ils incitent les communes à faire des travaux, changement de place, restauration d'une église, ils endettent la commune, et ensuite ils disent on fera comme il y aura les éoliennes, on pourra payer ces dettes communales. Et effectivement, les conseils municipaux sont corsetés parce que s'il n'y a pas les éoliennes, il n'y a plus le financement, et donc on attribuera ces frais au conseil municipal. On encourage la dette, ça c'est et donc c'est tout un processus dans les campagnes. Certains me disent on n'a jamais vu une ambiance de détérioration du corps social dans les villages que depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il faut comprendre ça. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que nous, on est en région parisienne. Moi, je me bats, je vais partout dans la campagne et dans le monde marin. Mais je peux vous garantir que tous les partis politiques qui sont favorables aux éoliennes sont des partis politiques qui ont leur voix dans les centres urbains. Et tous les partis politiques qui sont hostiles aux éoliennes sont des gens qui comprennent la ruralité. Et il y a un hiatus absolument, une rupture incroyable, sociétale, sociologique, entre deux mondes qui ne se comprennent plus. Les centres urbains où il n'y aura pas d'éoliennes, c'est pas à Paris qu'on va mettre au canal Saint-Martin des éoliennes, mais c'est au canal Saint-Martin que l'électorat soutient les éoliennes. Vous voyez ? S'il vous plaît, Fabien Bouglet, ni au Touquet. Ni au Touquet. Je vous en prie. Et ça, je veux vous le rappeler. Rappelez, parce que ça, c'est une question importante. Pourquoi on parle du Touquet ? C'est parce que Brigitte Macron, Madame Osière, la fille de Brigitte Macron, a obtenu 15 jours après l'arrivée de son beau-père à l'Élysée, la fin d'un projet d'éolienne au large du Touquet, alors qu'elle était, alors c'est pas une fake news, elle était présidente de l'association de lutte contre les éoliennes. C'est le seul parc éolien que je connais qui a été supprimé en 15 jours. Mais écoutez, ne soyons pas médisants, c'est un hasard. Non, c'est un hasard. On reparle de tout ça juste après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, Jean-Michel Laurin, je voudrais justement qu'on parle de Joigny. Vous avez votre restaurant La Côte Saint-Jacques. Moi, je suis allé à plusieurs reprises à Joigny, je peux en parler, c'est une ville vraiment médiévale, il y a ces maisons extraordinaires, je dis ça aux auditeurs, si vous avez l'occasion d'aller dans Lyon, allez à la Fontaine-aux-Muses, allez à la Côte Saint-Jacques, mais allez voir ces maisons magnifiques, vous avez un trésor d'art. Il faut se promener dans Joigny, oui, c'est une ville superbe, avec plein de petites ruelles, des maisons à pans de bois, on a 3 églises sur Joigny, donc 2 qui dominent justement la ville, avec l'église Saint-Jean et l'église Saint-Thibault, et puis l'église Saint-André qui est un petit peu plus loin dans le quartier Saint-André. On a les vignes au-dessus, et c'est une ville médiévale, c'est une ville qui est classée d'art et d'histoire, et donc nous on incite toujours nos clients à passer dans ces petites ruelles, à découvrir la ville qui est superbe. Moi j'y suis né, donc voilà, comme toi, c'est vrai que on tient beaucoup à ces villes et on tient à nos territoires parce qu'on a vécu là et qu'on est resté là. On a les pieds dans le terroir et c'est ça qui nous révolte un petit peu quand on voit des projets comme ça. C'est quand on essaie, vous savez, hier on recevait aussi un agriculteur, un éleveur de cochons lainiers qui nous a raconté son histoire qui est extraordinaire. Mais c'est ça qui est extraordinaire. On dirait qu'on veut tuer tout ça. On dirait qu'on veut tuer la ruralité, qu'on veut tuer... Enfin, ce qui fait aussi le fait que... Bon, c'est très bien, on vit en ville, mais c'est très bien d'avoir un autre air à respirer et à boire. Exactement. Votre vin, etc. Mais comment, alors justement, quand il y a le patrimoine, Fabien Bouglet, est-ce qu'il y a eu des villes ou des villages patrimoniaux, comme il y en a beaucoup en France, où il y a eu des problèmes? Alors, c'est un enjeu majeur. Il faut souligner l'excellent alerte de l'ami d'Emmanuel Macron, Stéphane Bern, qui se bat pour lutter contre l'implantation d'éoliennes à quelques kilomètres du château d'Amboise, qui est un château historique. Partout en France, il y a des impacts sur des zones historiques, et j'espère que le préfet de Lyon se posera
en conservateur du patrimoine historique de la région. Alors, il faut comprendre que François Brottes, le fameux François Brottes, député, qui a eu une action vraiment déplorable, m'a dit personnellement, parce que j'étais allé dans un colloque de promoteurs éoliens, nous voulons remplacer vos clochers par des éoliennes. Et vous l'a pas dit comme ça. Il me l'a dit comme ça à moi. Il y a une volonté, comme ça. Il y a une volonté de destruction culturelle. Rappelez-vous Monsieur Payon qui disait « Nous voulons déraciner ». Enlever les racines. Et outre le fait que les éoliennes ne servent à rien, je rappellerai quand même un point important. Tout récemment, on a dû fermer des centrales nucléaires et arrêter la production de centrales nucléaires parce que nous avions trop de production éolienne. Donc en fait, puisqu'on a déjà l'activité des réacteurs nucléaires, l'activité des centrales éoliennes ne servent à rien. En revanche, elles ont un impact terrible sur la protection du patrimoine. Et là-dessus, j'émets une alerte sur la préservation du visage de la France, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, défiguré. Et chaque action est une agression contre le paysage français. Et heureusement, des préfets, des juges commencent à réagir. On a d'abord eu une jurisprudence très importante du Conseil d'État qui a soutenu la jurisprudence Marcel Proust pour Illier-Combray. Le Conseil d'État a accepté l'annulation d'un parc éolien qui était situé dans le descriptif littéraire de Marcel Proust. Oui. Dans la recherche du temps perdu, quoi. Exactement. On a eu également un préfet qui a refusé des éoliennes qui allaient s'insérer dans les paysages peints par Camille Pissarro. Et donc on a un grand mouvement qui est en train de s'opérer de défense par nos préfets, par nos juges, par le Conseil d'État, et puis par la réaction des habitants et des citoyens, par l'alerte de ces citoyens, de cette prise en considération que on ne peut pas, sous prétexte de décarboner l'électricité qui est déjà décarbonée en France, détruire le visage de la France et le patrimoine culturel. Et donc, je forme le vœu que le préfet de Lyon s'insère dans cette jurisprudence qui est inévitable, qui va être un véritable tsunami. Parce qu'en réalité, ces premières jurisprudences qui ont été rendues toutes récemment, et on pourra s'appuyer dessus pour refuser. Sont les premières d'une longue série avant le démantèlement progressif des éoliennes. Et d'ailleurs, André Bercol, je voudrais vous souligner, en Bretagne, on a eu les premières décisions, après 15 ans de combat de résistants à la pollution éolienne, de démantèlement d'éoliennes. Et on a 3 éoliennes qui sont démantelées par la justice parce qu'elles sont non conformes au droit. Et donc, c'est très important parce que nous sommes en train d'assister à un revirement intellectuel, sociologique sur cette question, sur le fondement de cette préservation. Et quand j'entends vos inquiétudes et par rapport à cette défense de ce patrimoine historique et culturel important de votre région, eh bien, on ne peut qu'espérer une prise de conscience étatique par rapport à la destruction de ce paysage. Et je voudrais dire d'ailleurs aussi bien à l'intention de Vincent Pointelagement que Jean-Michel Lerin. Vous avez dit, Jean-Michel Lerin, que même vos clients commencent à protester. Bien sûr. Et on voit, vous savez, quand les touristes arrivent, c'est important. Enfin, les gens qui viennent en France pour la beauté, pour voir, etc. Et quand ils s'aperçoivent des espèces d'atteintes comme ça au paysage et d'atteintes à l'environnement, ben, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Qu'est-ce que vous entendez en général? Ben, ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas parce qu'ils disent mais pourquoi on est venu installer ça là? Alors que peut-être il y a des endroits où il n'y a pas de village autour, il n'y a pas c'est pas des sites remarquables. Et pourquoi sur une ville comme Joigny, on vient installer ça juste devant? Souvent. On nous le dit pas tous les jours, je suis tout à fait honnête, mais on nous le dit régulièrement, oui. Oui, bien sûr. En fait, à la Selle-Saint-Cyr, Vincent, est-ce que les gens ils disent bon ben c'est comme ça? Est-ce que les gens ont, un peu comme dans beaucoup de phénomènes, on va pas reparler de santé, etc. Est-ce que les gens disent oui mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement, ou au fond ils réagissent? Ils réagissent parce que ils savent que leurs maisons valent pas grand-chose. Parce que c'est quand même un endroit... Ah oui, parce qu'on leur a dit que leur maison allait prendre de la plus-value. Oui, mais là, c'est absolument faux. Leurs maisons valent pas grand-chose. Il y a un seul commerce, c'est le mien. Il y a 850 habitants et elles vont perdre leur maison.
surtout celles qui sont plus proches encore des installations sur le hameau de Ruban, elles seront invendables parce que c'est carrément en plein, même à la Petite Selle, hein, où il y a nos amis communs, dont un qui est président de l'association Villes et Villages en Campagne. Il a fait une rénovation d'une bâtisse magnifiquement faite. Avec un goût exquis, donc ça ne peut pas être surplombé par un engin moderne qui tourne comme ça, qui clignote toute la nuit. Non, les gens ne s'habituent pas du tout. Non, ça déprécie vraiment le patrimoine. Oui, ils essaient vraiment de. Les gens réagissent. Oui, je pense. Hein. Il y a eu en Bretagne une décision de la Cour d'appel de Rennes. C'est pour ça que je suis très optimiste sur cette question depuis 15 ans que je me bats. Qui est toute récente, qui a indemnisé les voisins d'éoliennes pour troubles anormaux de voisinage et perte de valeur des maisons. C'est récent. C'est tout récent. De la jouissance. C'est une perte de jouissance. Ouais, trouble de la et c'est très intéressant parce que tous les lobbies éoliens, France Énergie Éolienne devenue France Renouvelable, le syndicat des énergies renouvelables, l'ADEME, l'institution étatique nous dit non, ça ne fait pas baisser la valeur des maisons. Sur les territoires, qu'est-ce qu'on voit? Des maisons qui deviennent invendables, des maisons qui ont leur prix qui diminue, et quand les gens peuvent vendre. Et donc, cette reconnaissance par la Cour d'appel a été une décision historique, parce que c'est la première fois qu'une juridiction condamne pour trouble anormal de voisinage à indemniser par l'exploitant éolien la perte de valeur, et donc ça a représenté 700 000 euros. 700 000 euros, on avait entre 15 et 40% de la valeur des maisons. Et donc, les inquiétudes qu'ont les personnes qui ont parfois, dont la maison est le patrimoine d'une vie, sont tout à fait justifiées par rapport à cette pollution éolienne. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et puis on continue de parler de ces éoliennes avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Jean-Marc, qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour messieurs. Alors je suis un peu au fait des éoliennes, parce que j'habite un petit village à côté de Narbonne. Ce que je dis chaque fois Narbonne, parce que tout le monde connaît Narbonne, à partir de Charles Trenet. Ça s'appelle Port-la-Nouvelle. Oui. Voilà, un village où il fait bon vivre. Et donc j'habite dans une résidence qui est la dernière du village en bord de plage. Et les éoliennes se faisant au bord, au large, si vous voulez, de Port-la-Nouvelle et de Gruissant, les câbles des éoliennes sont passés devant chez nous. Donc j'en ai discuté avec RTE et cela, parce que ça faisait beaucoup de bruit. Et je me suis renseigné, donc ils font 3 éoliennes, un essai, tenez-vous bien, un test de 3 éoliennes en mer, parce que les éoliennes, quand on les met maintenant au large, on ne peut pas les ancrer au sol. C'est logique, étant donné que les profondeurs sont trop profondes. Donc ils font des tests, comme ils ont fait, je crois, en Normandie, en Bretagne, qui sont concluants, pour mettre des éoliennes dites flottantes. Vous comprenez, bon, avec un poids, vous comprenez, flottante. Le coût de 3 éoliennes, je vous le donne 1000, comme dit notre ami Coluche. Allez-y, messieurs, 3 éoliennes en test. Allez-y. 3 éoliennes en mer avec câble. Voilà. Alors, compte. 2 millions d'euros pièce. 3 millions d'euros le mégawatt. 3 millions d'euros le mégawatt. Non, 300 millions d'euros, messieurs. Oui. 300 millions d'euros le coût des 3 éoliennes? Oui, que vous pouvez vérifier, messieurs, parce que ça m'est dit par RTE, par le chef de projet, qui est au demeurant un homme charmant, donc ça fait partie, vous savez, la Caisse des dépôts et d'EDF, RTE. Donc 300 millions d'euros pour 3 éoliennes, et à l'ECAT, ils sont en train de faire pareil, 300 millions d'euros pour 3 éoliennes. Alors j'ai demandé, pourquoi, étant donné qu'en plus, pour la nouvelle, on a beaucoup de vent, à la limite, je veux bien, vous est-ce que je rentre pas dans les détails éoliennes, oui ou non, mais pourquoi vous faites un test? Je leur ai demandé. Mais parce que comme c'est des éoliennes, donc, qui
qui ne sont pas ancrés au sol, vu que les profondeurs maintenant on les met à 30 km pour que le paysage soit moins dénaturé. Oui. Voilà. Donc on peut pas les ancrer au sol, donc on fait des éoliennes flottantes. J'ai dit mais ça bon, on peut faire des études et c'est pas la peine de Ah mais on en a déjà fait, ça marche. Et j'ai dit donc si ça marche, pourquoi vous le faites là? Mais parce qu'en Méditerranée on l'a pas fait. Donc j'ai dit il y a 3 éoliennes. 300 millions, mais j'ai dit mais après qu'est-ce qui va se passer? Ah ben il me dit après si ça marche, si c'est concluant, oui il y a du vent chez nous donc ça va être concluant je suppose. Ouais. Et il me dit après on va faire un parc d'éoliennes de 30 à 40 éoliennes. Mais j'ai dit mais alors ça va coûter combien ça? Ah il me dit ça on le sait pas. Voilà. Ah oui, parce que si ça marche, on va en faire. Allez, vous allez avoir un parc d'éoliennes devant la maison. Enfin, pardon, la maison, j'exagère. Voilà, si vous voulez. Donc où c'est que c'est la folie? Si vous voulez, c'est 300 millions. Alors, le gars de RTE me répond, oui, mais ça crée des emplois. Alors, moi, j'ai répondu, j'ai dit, vous savez, créer des emplois, si vous me donnez 300 millions, je vais créer beaucoup de bonheur. Même pas des emplois, parce que, si vous voulez, pour 1000 ou 1000 employés, soi-disant, qui vont travailler pendant 6 mois ou 1 an, avec 300 millions, sans être Bruno Le Maire, si vous voulez, on peut être un peu meilleur, et on va créer beaucoup d'emplois, André. Là-dessus, c'est une Jean-Marc, c'est fou. On ne crée pas d'emplois avec des éoliennes. D'abord, premièrement, les éoliennes ne sont pas construites en France une seule. Elles sont principalement construites en Allemagne. Non mais Fabien Bouclet, aucune éolienne n'est construite en France. Il y a deux chaînes de montage qui sont installées à Saint-Nazaire et au Havre, mais ce sont principalement des éoliennes ou des composants venant d'Allemagne ou d'Espagne ou de Chine. Mais l'essentiel des éoliennes au niveau mondial sont construites par Siemens Energy, Vestas, le danois Vestas, et les Chinois. Il n'y a plus de fabricants. Pourquoi? Parce qu'on a vendu Alstom. Oui. Attendez, on les rachète. On rachète Arabelle. On n'achète pas les éoliennes. Je sais. Et ce que font les exploitants éoliens, c'est qu'ils prennent des prestataires de services venant d'Allemagne. Quand vous prenez la construction d'un parc éolien, vous avez toujours des prestataires qui sont allemands, roumains, etc. Donc la France ne bénéficie de rien. La France paye. Les Français payent avec leur subvention des éoliennes qui est retranscrite sur les factures d'électricité des Français. Les Français payent et les Français ne bénéficient pas de la construction de ces éoliennes et les Français en subissent les nuisances. Donc c'est perdant. Les éoliennes, c'est perdant. Que je traduis par cocu, battu et content. Exactement. Fabien, dans le cas de Jean-Marc, peut-être que la commune va toucher quelque chose pour mettre à disposition. Tout à fait, pour l'impact visuel. Donc d'ailleurs, vous savez que à l'époque, La Baule s'est battue parce que il n'avait pas eu assez d'argent pour l'impact visuel. Voilà comment les communes se financent. Il y en a. En tout cas, au large de La Baule, il y en a. Tout à fait. Alors, il se dit pour les gens que Valérie Pécresse, qui a une maison à La Baule, qui a été initiateur des éoliennes, s'est arrangé pour que sa maison n'ait pas vue sur les éoliennes en question. Donc, le même dispositif que le Touquet. Voilà. Mais au fond, je voudrais qu'on revienne justement, puisqu'on est avec des habitants, des acteurs du Jovinien, mais Jean-Michel Lorrain, Vincent Printemps-Langevin, c'est vrai qu'aussi il y a il y a un tourisme fluvial, il y a une navigation, il y a énormément il y a des activités là. Mais on a l'impression que on a un peu cédé, en tout cas certains, je dirais responsables ou autres, ont un peu cédé en disant, je pense qu'au départ, peut-être c'était sincère, oui, il faut de l'électricité, mais cette espèce de narratif qu'il y a eu a impressionné beaucoup de gens, mais si c'est aux dépens du patrimoine et aux dépens du tourisme, c'est un peu embêtant. Oui, bien sûr, et c'est vrai qu'on parlait de la ville de Joigny elle-même, mais il y a toute la vallée de l'Yonne qui est impactée. Il y a un tourisme fluvial, il y a un port fluvial à Migène, à Joigny, il y en a tout le long. On retrouve, il y a beaucoup de touristes, notamment hollandais, allemands, anglais, qui viennent louer des pénichettes et qui se baladent sur cette magnifique rivière. La ville de Joigny est en train de valider un plan de rénovation complète de toutes les rives de l'Yonne, de la ville et au-delà. On a construit des voies pour faire circuler des pistes cyclables. On peut aller maintenant pratiquement jusqu'à la mer depuis Auxerre, le long avec des pistes cyclables. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie prise en compte de cette vallée de l'Yonne.
C'est vrai. Et quand je pense que l'auberge de Vincent Pointeau-Langevin et d'Édouard s'appelle la Fontaine aux Muses, on aimerait qu'on se rappelle que les muses, c'est quelque chose, et c'est pas vraiment les éoliennes qui encouragent les muses, hein, quel que soit l'art. Hein, Tout à fait. C'est pour ça que j'ai demandé, et avec mon éditeur, on a facilité la diffusion des informations sur les éoliennes. Avec en format de poche à 7 euros pour rendre accessible, pour pouvoir le donner à ses élus. Alors c'est pas les 30 centimes de droits d'auteur que je touche dessus qui vont changer. C'est pour ça que j'insiste, pour les personnes qui sont confrontées à la pollution éolienne, donnez ce document à vos élus, sensibilisez-les, parce que les exploitants éoliens diffusent un nombre impressionnant de fake news sur les éoliennes vont sauver la planète, sur les éoliennes sont recyclables, c'est la dernière marotte, etc. Alors qu'il y a des informations sourcées, documentées, qui montrent que, en réalité, ces éoliennes sont une véritable escroquerie financière et imposture écologique. J'insiste sur ce point, l'alerte sur ce point. Et je constate qu'effectivement, certains partis politiques se sont saisis de cette question, et je m'en réjouis parce que ça fait 15 ans et 20 ans pour certains qui luttent contre cette pollution éolienne, et je pense qu'il faut une prise en compte, un électrochoc dans l'opinion publique pour arrêter ce marasme qui a un impact de toute façon très fort, puisque ce sont les Français qui payent, je le rappelle. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut lancer un vent contre les éoliennes. Exactement. Et un sacré vent, c'est ça. Non, mais merci en tout cas, merci à vous, merci à Jean-Michel Lorrain, merci à Vincent Pointeau-Langevin. Je rappelle, on n'a pas envie, en tout cas moi, je donne mon avis personnel, je connais ces lieux, et vraiment on n'a pas envie de voir des éoliennes commencer à perturber ce paysage, que ce soit sur une rive de Lyon ou du côté de l'auberge de la Fontaine aux Muses. En tout cas, et à Fabien Bouglet, lui je sais, c'est Don Quichotte. Il se bat non, pas Don Quichotte. David contre Goliath. Je préfère David que Don Quichotte. Non, parce que vous vous battez contre les moulins à vent. Oui. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain pour la culture entre 13h et 14h avec Céline Alonso. Alexis Poulain sera là de midi à 13h, et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.